Salut mes petits addicts aux plantes, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on se retrouve pour un des formats qui vous a le plus plu depuis le tout début de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de plantes originales, pas trop chères, faciles à s'occuper et qu'on n'a vraiment pas l'habitude de trouver partout puisque les incontournables classiques de la Monstera deliciosa ou du philodendron White Princess, c'est bon on connaît. On a envie de découvrir de nouvelles plantes et aujourd'hui on est là pour ça. Et puis si ça peut vous donner l'idée de quelques futures acquisitions sur la boutique, c'est pas moi qui vais vous retenir. Donc j'espère que vous êtes bien prêts et bien installés pour ce top 10 parce que oui, aujourd'hui je vais vous présenter 10 plantes qui n'ont pas vraiment besoin de connaissances de zinzin ou des conditions exceptionnelles pour réussir à quand même bien les faire pousser et pas les tuer. Trêve de blabla, on va s'y mettre et on commence directement avec la numéro 1. C'est cette toute petite plante là qui était à côté de moi, vraiment pas grande du tout. J'ai nommé l'Alocasia cucullata. Pour le coup, elle fait partie des Alocasias qui sont pas bien compliquées. Si elle a un seul défaut que je peux lui trouver, elle attire un petit peu les trips quand même. Les quelques fois depuis le début de ma passion où j'ai eu des attaques, ça a souvent démarré par celle-ci. Mais si chez toi tu n'es pas assujetti à ce genre d'attaque, franchement, c'est une plante que je peux que te recommander. Elle est facile, elle grandit vite, elle a des racines vraiment résistantes pour une Alocasia, elle fait beaucoup de bulbis. Et en plus de ça, elle a un avantage qui est souvent très sous-estimé, c'est que il y a plein de fois où j'ai vu passer, que ce soit chez mes fournisseurs ou même en jardinerie au début quand j'étais passionné, où elles sont vendues comme des cucullata normales alors qu'en fait c'est des cucullata aurea ou des cucullata variegata, qui te permet de faire des bons gros casse du siècle des fois, surtout chez les jardineries qui sont pas très regardantes là-dessus. Et rien que pour ça, du coup, elle gagne quand même quelques petits points dans mon classement. En second, j'avais envie de vous parler d'une Alocasia que j'évoque beaucoup sur la chaîne, c'est l'Alocasia Lauterbachina variegata aurea. C'est vraiment une Alocasia qui a des couleurs uniques et une forme de feuille unique surtout. Elle a vraiment un mix de feuilles entre les philodendrons et les Alocasias et je trouve ça vraiment hyper original. Elle a la même caractéristique aussi que la cucullata, elle a des racines assez résistantes et épaisses pour une Alocasia, ce qui fait qu'elle résiste un peu plus au surarrosage. En termes de conditions, elle est pas très exigeante. Franchement, ces mutations, elles sont assez stables, elles ont très peu tendance à partir. Si vraiment tu veux les faire partir, faut vraiment la mettre dans une boîte noire. Sinon, la plupart du temps, avec un tout petit peu de lumière, ça repart direct. Et pareil, c'est aussi une Alocasia qui a l'avantage d'être pas mal productive, donc t'as pas mal de chance si jamais t'as un loupé avec elle. Et comparé à d'autres Alocasias, je peux vous garantir que pour la tuer, il faut que les loupés ils soient énervés. Comment vous parler de plantes faciles qu'on trouve pas partout sans vous parler de ce magnifique épiprénium? J'ai nommé l'épiprénium amplicium variegata aurea. Et franchement, il n'y a rien à dire, c'est mon épiprénium préféré of all time. Je le trouve giga beau. En plus il grandit, plus les feuilles s'allongent. Le aurea, il apparaît un petit peu plus tard, bon comme sur la plupart des aurea de ce type-là. Au départ, les feuilles sortent toutes vertes et t'as toujours le plaisir de découvrir la génétique que t'as eue. Et l'amplicium, je le trouve cool pour pas mal de trucs. Il résiste pas mal au sous-arrosage, donc si t'as tendance à oublier d'arroser tes plantes, franchement, c'est la plante qu'il te faut. C'est une plante que tu lui mets juste un petit bâtonnet comme ça et en quelques mois, c'est straight to the moon. Elle a une croissance très rapide. Son feuillage est quand même pas mal résistante pour une aurea, franchement, comparé à une Monstera aurea. Le aurea, il est plus stable, a moins tendance à brunir directement qu'une Monstera aurea dès la moindre erreur. Quitte à choisir entre une Monstera aurea qui vaut une centaine d'euros ou un épiprénium amplicium aurea qui en vaut à peine une cinquantaine, je te conseille largement plus d'aller sur ce genre de produit là. En plus, comme il a assez peu d'interstices, il est quand même assez facile à traiter. Pour la quatrième plante, on va rester dans le game des épiprénium amplicium et je vais vous parler du coup de la plante nommée l'épiprénium amplicium silver stripe qui lui va se distinguer plus par son côté silver en fait. Je sais pas pourquoi je cherche mes mots, et qui ferait pâlir l'amplicium aurea par sa vitesse. Il est carrément plus rapide que le aurea, sûrement parce que le côté silver permet de faire quand même plus de photosynthèse que le côté aurea qui ne fait juste pas de photosynthèse. Donc il est carrément plus rapide. J'ai aussi remarqué à force de faire des essais que les boutures repartent aussi beaucoup plus rapidement avec celui-ci. Et pour le coup, c'est une plante qui est vraiment accessible. Une plante de cette taille-là, tu peux la trouver autour des 20-30 euros par là, où il y a déjà plusieurs pieds à l'intérieur bien établis. Et là, pour le coup, tu lui mets un tuteur et dans 3 mois, t'as une plante qui est déjà vraiment plus conséquente. Et tu peux me dire ce que tu veux, celle-là, tu la vois pas dans tous les intérieurs. Et il est temps de passer à la plante numéro 5. Alors là, pour ceux qui suivent la chaîne de manière assidue, vous devez savoir que c'est ma Monstera préférée. C'est la Monstera Indonesian Marble. Et si je veux vous la conseiller, c'est pour pas mal de trucs. Déjà, elle a un feuillage unique, des marbrures qui sont uniques, mais pas que. C'est aussi une Monstera qui a la particularité de pas mal résister au sous-arrosage. Enfin, en fait, elle est moins gourmande en eau que les autres Monstera. Alors pourquoi? Je le sais pas trop. J'ai pas trouvé vraiment d'infos à ce sujet, mais c'est
une plante vraiment facile pour débuter. Il vaut mieux commencer avec une Indonesian Marble plutôt qu'une Monstera Aurea. Déjà parce que vu que le blanc est beaucoup plus fondu dans les feuilles, elle va être beaucoup moins exigeante qu'une plante qui a tendance à faire des feuilles quasiment toutes blanches. Et outre ça, elle a plein d'autres avantages. C'est une plante aussi où les boutures repartent super bien en eau. Donc si t'as un loupé avec, il te suffit juste de faire des boutures de tronçons et t'auras très vite de nouvelles plantes. Et je sais que certains parmi vous ne le considèrent pas du tout comme un avantage, mais de mon côté, j'ai toujours pensé que si. Étant un gros impatient, je trouve que c'est une super plante pour débuter puisque c'est une Monstera qui est quand même assez lente comparée à d'autres Monstera. Donc ça t'apprend un petit peu la patience et à laisser se dérouler chaque feuille pour pouvoir la découvrir. Pour la 6e plante, on rentre dans une famille de plantes que j'affectionne particulièrement, les Rhaphidophora. Et là, on va parler du coup de la Rhaphidophora elliptica aurea. C'est vraiment une plante hyper résistante aux attaques d'insectes. Elle a un feuillage vraiment épais et rigide, ce qui fait que les bestioles ont du mal à grignoter cette belle plante pour notre plus grand plaisir toujours. Et pour le coup, c'est vraiment pas une Rhaphidophora que tu vas voir partout. Elle est un petit peu difficile à se procurer et elle est quand même un peu plus inaccessible en termes de prix que les autres que je vous ai présentés, mais je voulais quand même vous en parler parce qu'elle a tout un tas d'avantages. Déjà, elle a une tige carrée et ça on le voit pas sur toutes les plantes, donc si t'es comme moi un fan de petites curiosités autour des plantes, franchement cette plante elle va te faire triper, c'est hyper géométrique et comparé à d'autres plantes, comme on peut le voir ici, son Variegata aurea, il est vraiment assez discret et intégré dans la feuille et je trouve que c'est d'un raffinement à toute épreuve. Et en termes d'arrosage, que ce soit le sur et le sous-arrosage, franchement elle est très vigoureuse, donc si tu la surarroses vu l'épaisseur de ses racines, tu risques pas de la tuer ou de la faire pourrir comme une alocasia, et si tu oublies de l'arroser, les feuilles vont juste se replier un petit peu comme ça sur elles-mêmes, et dès que tu vas la réarroser, elle va se regonfler. Donc franchement, se regonfler, c'est un ballon. Mais t'as compris le principe. Je trouve que c'est vraiment une super plante à mettre chez soi, surtout qu'elle a pas des besoins en lumière de malade. Donc si t'as pas de lampe ou quoi, tu peux tout à fait l'avoir chez toi, et tu risques pas spécialement de perdre la panachure si elle a un tout petit peu d'exposition naturelle. Et il est temps pour nous de passer à la 6e plante. 7e. Et pour cette 7e plante, il est temps pour moi d'introduire une famille de plantes qui est assez nouvelle pour moi. Un Hoya. J'ai nommé le Hoya Flamingo Star, qui est un Hoya que j'affectionne particulièrement déjà pour ses couleurs. Il va du vert au blanc jusqu'au rose et je trouve ça très très beau. Et pour avoir fait plusieurs tests, sous lumière, pas sous lumière, avec de l'exposition naturelle de manière assez élevée et de manière assez faible, je dois dire que j'ai été incroyablement surpris par cette plante. Déjà parce que peu importe les conditions, elle trouve toujours le moyen de pousser correctement et ça c'est notable. Et en plus de ça, il y a des pots, j'ai un petit peu oublié de les arroser pendant un moment, ça leur a rien fait du tout. Et il y a des pots, je les ai un peu trop arrosés au contraire, ça leur a rien fait du tout. Donc que vous dire que si vous avez envie de démarrer les Hoya, c'est le bon Hoya. Et puis en plus, il est juste trop beau. Et résistant aux attaques d'insectes. Bon, quasiment comme tous les Hoya qui sont hyper épais. Et après, vous avez représenté selon moi le GOAT des Hoya qui en plus n'est pas très cher. On passe à la 8e plante. Et c'est déjà presque la fin. Bon alors lui, vous le verrez vraiment pas partout. Le Musa Florida Variegata. Alors il y en a sûrement dans l'assemblée qui doivent en train de hurler en mode comment ça, c'est facile. Ben, franchement, alors c'est peut-être ultra personnel de ma part de le mettre là-dedans. Mais pour moi, j'ai toujours considéré que c'était une plante hyper facile. Puisque qu'elle ait de la lumière ou pas, elle continue à faire des varigations. Franchement, sa mutation, elle est hyper stable. Et en plus de ça, c'est une plante qui va mettre assez serrée. Tu peux même la laisser sortir comme ça de son pot. Il n'y aura pas de problème. Elle s'en fout complètement. Elle va juste continuer à pousser. Et franchement, le seul truc difficile avec cette plante, c'est qu'elle boit énormément. Et l'astuce que j'ai trouvée avec lui, vu qu'il craint pas du tout les surarrosages, c'est le cul dans l'eau H24. Et si tu fais ça, franchement, c'est une plante hyper facile, quoi. Et si jamais tu veux le multiplier et qu'il fait pas de bébé, ou que même il est moche, ou qu'il a subi une attaque d'insectes, tu lui mets un coup à la base, il va ramifier, il fera plein de bébés autour. Enfin, franchement, je trouve que c'est hyper dur de perdre un Musa. Les seuls Musa que j'ai déjà perdu, c'est vraiment parce que j'en avais marre. À un moment où j'avais eu une attaque d'insectes dessus, j'avais beau les tailler, à chaque fois qu'ils repartaient, les bébés étaient quand même attaqués. Et même en changeant le terreau, j'avais tenté plein de trucs et ça marchait pas. Et j'ai juste jeté quoi, 2 Musa sur 8 parce que c'était les deux seuls qui refusaient absolument de repartir normalement. Sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment une plante hyper simple et qui commence à être pas mal accessible. Genre par exemple, un beau bananier de cette taille-là, bien variegata, tu le trouves à 20-30 € facile. Et franchement, ça grandit super vite à côté d'un canapé ou à côté d'une lampe. Franchement, quand les feuilles sont bien grandes et bien retombantes, oh, c'est trop top, quoi. Si, peut-être le seul truc, c'est qu'il faut pas prévoir d'avoir cette plante si tu n'as pas assez d'humidité ambiante. Sinon, quand les feuilles vont grandir, elles vont se craqueler et se denteler. Et je trouve ça pas très très beau. Après, il faut se dire qu'ils sont comme ça à l'état naturel et que moi, j'aime les plantes quand elles sont optimales. Même si c'est pas bien parce que des fois, faut laisser la nature aussi. Mais en tout cas, pour moi, je suis désolé, mais elle rentre dans la case des plantes faciles. Et après cette plante parfois controversée, on va pouvoir passer à la 9e plante. J'allais quand même pas faire cette vidéo sans vous parler au moins une seule fois d'un anthurium, faut pas déconner. Et pour cet anthurium, franchement, je le trouve hyper
hyper facile. C'est franchement l'anthurium le plus facile que j'ai jamais vu. J'ai nommé l'anthurium d'Akeri. Et franchement, cet anthurium, t'as pas besoin ni d'humidificateur, ni de lampe pour le faire pousser. C'est un anthurium qui a un avantage considérable sur beaucoup d'anthurium. Déjà, il est pas cher. Il est résistant aux attaques d'insectes parce que son feuillage est méga épais. Il s'auto-pollinise, comme là, comme la belle fleur qu'on peut voir ici, elle s'est auto-pollinisée. Donc je vais avoir plein de graines et plein de bébés anthurium pour la deuxième fois avec celui-ci en même pas 3 mois. Il est vraiment trop énervé. En plus, c'est une plante que si tu réunis les bonnes conditions, il tige quand même pas mal. Donc tu peux le marcoter, le bouturer. Franchement, c'est une plante, un des meilleurs anthurium, je trouve. Depuis que je l'ai, ça a vraiment été pour moi la révélation d'anthurium. Je ne peux que vous le conseiller dans ce top des plantes faciles. Franchement, je ne sais même pas quoi vous dire de plus pour vous convaincre. En plus, je le trouve... De toute façon, moi, toutes les plantes à feuilles longues, je les trouve magnifiques. Mais alors, celle-ci, franchement, je trouve que sur une petite étagère ou quoi, ça passe trop bien. On le voit quasiment nulle part. Il est assez méconnu en France. Et pourtant, je trouve que c'est carrément mieux d'acheter ce genre d'anthurium-là que les anthuriums que tu peux trouver en jardinerie, qui sont très classiques, avec les pétales colorés, là. Enfin, c'est même pas des pétales, mais voilà, vous m'avez compris. Je vous mettrai une photo. Parce que celui-ci, franchement, juste le fait qu'il s'auto-pollinise tout seul, je trouve que c'est game changer. Et puis franchement, un coup tu lui mets trop d'eau, il s'en fout, un coup pas assez d'eau, il s'en fout. Bon, quasiment comme toutes les plantes que je vous ai présentées aujourd'hui. Mais lui, c'est vraiment accru, quoi. Et il est temps de passer à la dernière plante avant de se dire au revoir. Ah, je sais, ça a été trop rapide. Et pour terminer cette vidéo, comment ne pas vous faire oser José? C'était obligé parce que c'est vraiment un de mes philodendrons préférés. J'ai nommé le philodendron José Bueno. On en a une version grande ici qui est reverse et je voulais vous montrer ce qui se passe quand là j'avais un autre pied mère qui avait le même problème que celui-ci, que j'ai taillé à la base, et regardez-moi ça, comment il est reparti. Que ce soit la génétique, ou juste en fait, c'est un philodendron que quand tu le boutures à la base, il s'énerve, il est en mode ah ouais, t'as voulu me bouturer, bah attends, t'inquiète pas, je vais repartir à 15 endroits différents, tu vas voir. Et c'est ça qui est super cool avec ce philodendron, c'est que même si la mutation, elle est moins fiable que sur d'autres philos, déjà c'est un philodendron qui devient assez accessible, et en plus de ça, dès que tu le boutures à la base, il repart comme jamais avec sa génétique. Donc c'est assez difficile de la perdre complètement, et puis même quand tu lui fais des boutures de tronçons, les nouvelles pousses en général ont tendance à pas mal récupérer la génétique. En plus de ça, c'est un philodendron qui a une croissance assez rapide. Pour peu que tu lui mettes un tuteur, il va se mettre à avoir des feuilles bien plus grosses que ce que j'ai là. Et là, ce que j'ai essayé surtout, c'était de récupérer la génétique un maximum et de pas devoir faire comme celui-ci à chaque fois et repartir à la base. Que mine de rien, c'est quand même assez long, mais comme quoi, vous voyez, rien n'est jamais perdu. Pourtant, ils avaient exactement le même problème. Et pour le coup, si je vous le présente aussi, c'est pas pour rien, c'est parce que... Restez en place. C'est parce que le José Bueno, il a une caractéristique que je trouve assez cool. C'est que comparé à d'autres philodendrons qui sont vraiment plus difficiles à traiter quand ils sont attaqués, celui-ci je trouve qu'il réagit vraiment assez bien. Alors je sais pas si c'est de la chance ou quoi que ce soit par rapport à d'autres philos que j'ai pu avoir, mais celui-ci vraiment à chaque fois qu'il commence à avoir un problème, un coup de savon noir et on n'en parle plus jamais. Donc franchement je ne peux que vous le conseiller pour ça. En plus de ce que j'ai remarqué, c'est que il suffit que si jamais il ralentit un peu, même avec de la prise d'engrais ou quoi, vous le mettez à l'ombre pendant 2-3 jours puis vous le remettez à la lumière et alors là c'est en avant Guingamp. Et comme il a tendance à pas mal ramifier, c'est vraiment un philodendron pour lequel vous avez juste à revendre des boutures ou les rejets une fois qu'ils sont là. Et pour le coup, c'est une plante que du coup tu peux rentabiliser hyper vite. Voilà en tout cas pour ce qui est de ce top 10, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à nous dire vous quelle plante vous conseillerez comme ça, de manière assez originale à quelqu'un qui veut débuter et qui a pas trop envie de galérer et qui a pas envie d'avoir les trucs classiques genre Monstera Deliciosa, Monstera Minima, ou même à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certaines plantes, il n'y a aucun souci. Moi je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt mes petits addicts aux plantes, c'était Léo et on se retrouve très bientôt parce qu'il est vraiment temps que je vous parle de celle-ci de manière beaucoup plus détaillée.